Juillet 1943, rue Lauriston, 8e arrondissement de Paris. Un officier de la Gestapo quitte le siège de la Carlingue, le réseau de collaborateurs français les plus redoutés de l'occupation. Il n'entend jamais les coups de feu. Un instant, il marche sous les réverbères éteints de Paris. L'instant suivant, il s'effondre sur le pavé de la rue Lauriston et son escorte de miliciens ne comprend pas d'où vient l'attaque. L'arme qui l'a tué ressemblait à une mitrailleuse française démodée, trop lourde, trop longue, équipée d'un cylindre bizarre qui dépassait de 45 cm. Pas de flash, pas de détonation, pas de fumée visible. Le plus moche suppresseur jamais monté sur une arme automatique. C'était aussi la mitrailleuse la plus silencieuse jamais créée, une révolution technique que même les Allemands n'ont jamais égalée. Le FM 24-29 silencieux n'était jamais destiné aux batailles rangées. Il était conçu pour transformer la nuit parisienne en terrain de terrain. Chasse, pour donner aux combattants de l'ombre française une arme que les nazis ne pouvaient ni entendre ni comprendre. Et il l'a fait en réduisant le rugissement d'une mitrailleuse au murmure d'une conversation. Les ingénieurs de l'arsenal de Puteaux l'appelaient le FM 24-29 silencieux. Une version expérimentale de la mitrailleuse légère française standard, transformée en arme fantôme. La résistance le surnommait simplement le chuchoteur. Les rares nazis qui en ont fait l'expérience ne l'ont jamais oublié. Longueur totale, 1,53 mètres. Poids, 12,4 kg avec suppresseur intégré. Calibre, 7,5 mm français. Munitions subsoniques spéciales. Cadence réduite, 200 coups par minute. Niveau sonore, 95 décibels. Moins fort qu'une tondeuse à gazon pour une arme capable de délivrer 200 balles létales en 1 minute. Une contradiction technique que les Allemands ont tenté de copier sans jamais y parvenir. Pour comprendre pourquoi l'arsenal de Puteaux a développé cette arme extraordinaire et pourquoi la résistance française l'a ensuite utilisée avec une efficacité dévastatrice, il faut comprendre à quel point les nazis dépendaient d'une illusion de sécurité dans les villes françaises occupées. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. Dans chaque grande ville, l'appareil d'occupation allemand reposait sur la visibilité de la puissance. Patrouille SS dans les quartiers sensibles. Siège de la Gestapo dans les avenues prestigieuses. Collaborateurs français opérant ouvertement. Cette visibilité envoyait un message. La résistance est futile, nous contrôlons tout. Mais cette visibilité créait aussi une vulnérabilité. Chaque officier allemand marchant seul. Chaque collaborateur rentrant chez lui la nuit. Chaque sentinelle isolée devant un dépôt de munitions. Tous représentaient des cibles. Si seulement la résistance possédait une arme capable de tuer sans alarmer toute une rue, sans déclencher de représailles immédiates sur les civils environnants. Le FM 24-29 silencieux a transformé cette vulnérabilité en cauchemar opérationnel pour l'occupant nazi. En 1943, les réseaux de résistance française avaient reçu des ordres clairs de Londres et d'Alger, intensifier les actions contre l'appareil d'occupation nazi en préparation du débarquement allié. Cela signifiait éliminer les officiers SS qui coordonnaient les déportations, neutraliser les agents de la Gestapo qui infiltraient les réseaux, punir les collaborateurs français dont les dénonciations envoyaient des familles entières dans les camps de la mort, saboter les installations militaires en plein cœur des villes occupées. Ces opérations devaient se dérouler dans les rues de Paris, dans les ruelles de Lyon, sur les quais de Marseille, pas dans les maquis montagnards où le bruit d'une fusillade pouvait se perdre dans la forêt. Les armes conventionnelles offraient des solutions impossibles. Pistolets silencieux, britanniques, Welrod, de Lille, excellent pour une cible, mais quid de l'escorte? Un officier SS ne se déplaçait jamais seul. Une seule balle signifiait laisser des témoins vivants. Mitraillette Sten, efficace mais assourdissante. Un chargeur vidé dans une rue parisienne alertait tout un arrondissement. La Gestapo bouclait le quartier en minutes. Les représailles tombaient sur les civils. 10 Français fusillés pour chaque Allemand tué, selon les ordres de Oberg, chef SS en France. Explosifs. Dommages collatéraux inacceptables. Tuer un officier nazi avec une bombe signifiait aussi tuer les Parisiens qui passaient par là. Fusil de précision. Portée excellente, mais un seul coup. Le tireur devait s'échapper avant que l'escorte ne riposte.
Dans les rues étroites de Paris, aucune ligne de fuite garantie. La résistance française avait besoin de quelque chose qui n'avait jamais existé. Une arme si silencieuse qu'elle pouvait abattre 3 cibles dans une rue parisienne, sans alarmer les passants à 50 mètres. Une arme si rapide qu'elle pouvait neutraliser une escorte entière avant que quiconque ne riposte. Une arme si fiable qu'un maquisard pouvait l'utiliser de nuit, dans le froid, après des semaines cachées dans une cave humide de Lyon. La spécification semblait impossible. Aucune mitrailleuse au monde n'était silencieuse. Les lois de la physique semblaient l'interdire. L'arsenal de Puteaux a reçu la spécification en septembre 1938, alors que la guerre se profilait et que l'état-major français anticipait déjà la nécessité d'opérations clandestines contre les fortifications allemandes. Niveau sonore requis, moins de 100 décibels à 1 mètre, équivalent au bruit d'une moto passant dans une rue parisienne. Pour contexte, une mitrailleuse FM 24-29 standard produisait 175 décibels, le niveau d'un avion au décollage. Cadence de tir, minimum 150 coups par minute pour supériorité de feu. Portée effective, 400 mètres. Distance, standard pour engagement d'infanterie. Fiabilité, fonctionnement garanti après immersion, exposition à la boue, température de moins 20 degrés à plus 40 degrés Celsius. Discrétion visuelle, pas de flash visible de nuit, crucial pour éviter localisation du tireur. Contrainte critique. Tout cela sans compromettre la standardisation des munitions 7,5 mm françaises. Modification de munitions signifiait logistique cauchemardesque. Les ingénieurs ont dit que c'était impossible. L'ingénieur en chef Émile Buisson a répondu « Alors nous inventerons l'impossible ». L'équipe dirigée par Émile Buisson à l'arsenal de Puteaux n'était pas composée d'armuriers traditionnels. C'était un groupe hybride, ingénieurs acoustiques issus de l'école polytechnique, mécaniciens de précision formés aux manufactures d'horlogerie suisse et un ancien artilleur de la Grande Guerre obsédé par la balistique subsonique. Buisson lui-même avait une formation inhabituelle. Diplômé en mécanique des fluides, avait passé 5 ans à étudier l'aérodynamique des projectiles au laboratoire de recherche balistique de Bourges. Ses collègues le considéraient comme un original, un homme qui calculait les trajectoires de balles avec les équations de Navier-Stokes utilisées pour les ailes d'avion. Ils ont abordé le problème non pas comme des armuriers cherchant à améliorer une arme existante, mais comme des ingénieurs acoustiques concevant un système de suppression de bruit qui, accessoirement, devait laisser passer 200 projectiles létaux par minute. C'était typiquement français, résoudre un problème militaire avec l'élégance mathématique d'une équation physique. Le défi fondamental se décomposait en 3 problèmes de physique que personne n'avait résolus simultanément. Problème 1. Comment ralentir les gaz de combustion d'une explosion? Vélocité initiale, 2000 mètres par seconde, au point qu'ils ne produisent qu'un murmure en sortant du canon. Problème 2. Comment éliminer la détonation sonique d'un projectile voyageant à 823 mètres par seconde, vitesse standard, munition 7,5 mm française. Problème 3. Comment supprimer le claquement métallique du mécanisme automatique, culasse, ressort, extracteur, qui révèle la présence d'une arme, même si l'explosion est silencieuse. Les gaz brûlés d'une décharge de mitrailleuse sortent du canon à 2000 mètres par seconde. Ils créent une onde de choc qui produit le bang caractéristique de 175 décibels. Ralentir ces gaz sans bloquer le projectile était considéré comme impossible, comme essayer de freiner un ouragan avec un filet à papillons. L'équipe de Buisson a conçu un suppresseur de 45 cm contenant 12 chambres d'expansion successives, chacune avec un volume calculé selon une progression mathématique précise. Fonctionnement. Quand la balle traverse le suppresseur, elle passe par un orifice central de 8 mm. Les gaz qui la propulsent, eux, forcés de se dilater dans la première chambre volume, 80 cm3, puis de passer par des orifices latéraux vers la deuxième chambre volume, 120 cm3, et ainsi de suite à travers les 12 chambres. Résultat physique, à chaque expansion, la pression chute de 40%. Après 12 chambres, pression réduite de 99,7%. Vélocité des gaz en sortie, 15 mètres par seconde.
moins rapide qu'un cycliste parisien. Mais voici le coup de génie français. Les chambres n'étaient pas simplement des espaces vides. Chacune contenait des disques métalliques perforés, des chicanes, qui créaient des tourbillons turbulents. Ces tourbillons dissipaient l'énergie cinétique des gaz en chaleur, exactement comme les remous d'une rivière dissipent l'énergie d'une chute d'eau. Comparaison, imaginez la pression d'une chute d'eau tombant de 50 mètres, les gaz de combustion initiaux. Passant à travers 12 bassins successifs en cascade, chacun réduisant la force de chute jusqu'à ce que l'eau sorte en douceur au niveau d'un ruisseau tranquille, les gaz sortant du suppresseur. Ce qui comptait, c'était que les gaz sortent assez lentement pour ne produire aucune onde de choc audible. Et en cela, le suppresseur de l'arsenal de Puteaux dépassait toutes les conceptions existantes de 30 décibels. Même si les gaz étaient silencieux, la balle elle-même créait un crack supersonique, le même bruit qu'un fouet claqué. Une balle de 7,5 mm française standard voyageait à 823 mètres par seconde. Bien au-delà de la vitesse du son, 340 mètres par seconde. Ce crack sonique produisait à lui seul 140 décibels, presque aussi fort que l'explosion initiale. La solution semblait simple, ralentir la balle. Mais la réalité était complexe. Réduire la charge de poudre pour obtenir une vitesse subsonique, moins de 340 mètres par seconde, signifiait 3 problèmes mortels. Trajectoire balistique catastrophique. La balle tombait de 2 mètres sur 400 mètres. Pénétration réduite. Incapacité à traverser équipement militaire. Portée effective divisée par 3. L'équipe de Buisson a résolu cela avec une munition 7,5 mm modifiée ingénieuse. Projectile, 11 grammes, contre 9 grammes standard. Plus lourd pour maintenir énergie cinétique. Poudre, formulation à combustion progressive développée par la Poudrerie nationale du Ripot. Vitesse, 300 mètres par seconde, juste sous le mur du son, avec marge de sécurité. Résultat, portée effective maintenue à 400 mètres. Pénétration suffisante pour perforer casque allemand à 200 mètres. Trajectoire prévisible. Le compromis était la cadence de tir. Munition moins puissante signifiait moins de gaz pour actionner le mécanisme automatique. La cadence tombait de 450 coups par minute, FM standard, à 200 coups par minute. Mais pour la résistance, c'était acceptable. Comparaison, une mitrailleuse standard vidait un chargeur de 25 cartouches en 3,3 secondes. Trop rapide pour contrôle précis de nuit. Le FM silencieux prenait 7,5 secondes, permettant au tireur de suivre les impacts, d'ajuster, de neutraliser chaque cible de l'escorte méthodiquement. Ce qui comptait, c'était que chaque balle arrive sans avertissement sonique. Et en cela, les munitions françaises subsoniques ont résolu ce que les Britanniques et Américains considéraient encore comme impossible en 1943. Un problème que même les ingénieurs de Buisson ont initialement sous-estimé, le mécanisme automatique lui-même. Quand une mitrailleuse tire, la culasse recule violemment. Elle éjecte la douille vide, clang métallique, puis revient en avant pour chambrer une nouvelle cartouche, clac métallique. Ce bruit mécanique, distinct de l'explosion, produit 110 décibels. Il révèle immédiatement qu'une arme automatique est utilisée. 3 modifications radicales du mécanisme standard du FM 24-29. Premier, système de recul amorti. Le ressort récupérateur a été remplacé par un système hydraulique à base de glycérine. Le recul de la culasse était ralenti sur 8 cm contre 3 cm standard, dissipant l'énergie progressivement. Résultat, la culasse revenait en position avec la douceur d'une portière de Citroën se fermant. Pas le claquement d'un fusil. Deuxième, lubrification spéciale. Toutes les surfaces de friction recevaient un lubrifiant graphite molybdène développé pour le fonctionnement à -20 degrés Celsius. Objectif, éliminer tout frottement métallique audible. Troisième, bipied rembourré anti-vibration. Le bipied standard était remplacé par un modèle avec pied en caoutchouc et articulation amortissante. Quand l'arme tirait, les vibrations étaient absorbées au lieu de se propager dans le sol,
un détail crucial. Les nazis formaient leurs sentinelles à détecter les vibrations de tir. Test au polygone de Bourges, nuit du 15 mars 1939. Observateur placé à 50 mètres sans protection auditive. FM 2429. Silencieux tir rafale de 10 coups. Rapport d'essai. Bruit perçu comparable à manipulation d'outils dans un atelier distant. Niveau mesuré, 95 décibels, moins fort qu'un marteau-piqueur dans une rue parisienne. Pour comparaison, un FM 2429 standard tirant à 50 mètres produisait un bruit équivalent à se tenir à 5 mètres d'un avion au décollage. Physiquement douloureux, potentiellement dommageable pour Douy. Ce qui comptait, c'était qu'un maquisard puisse tirer dans une ruelle lyonnaise sans que les patrouilles nazies à 100 mètres ne réalisent qu'une arme automatique était en action. Et en cela, le FM 2429 silencieux a transformé la guerre urbaine clandestine. La production du FM 2429 silencieux s'est déroulée dans le plus grand secret à la manufacture d'armes de Châtellerault entre janvier et mai 1940. Chiffre de production: exactement 200 exemplaires avant l'invasion allemande de juin 1940. Chaque arme nécessitait 87 heures d'usinage de précision. Suppresseur à lui seul exigeait 40 heures de travail au tour pour créer les 12 chambres d'expansion avec tolérance de 0,1 mm. Sécurité opérationnelle. Les ouvriers croyaient fabriquer un système anti-flash expérimental. Seules 12 personnes, ingénieurs et hauts officiers de l'état-major, connaissaient la véritable nature de l'arme. Le désastre de 1940. Quand l'armée française s'est effondrée en juin, l'arsenal de Puteaux a reçu l'ordre de détruire tous les plans et prototypes pour éviter leur capture. Mais environ 60 FM silencieux avaient déjà été distribués aux unités de reconnaissance. Ces armes ont disparu lors de la débâcle, certaines cachées par des soldats français, d'autres récupérées par les premiers réseaux de résistance. Les archives françaises de la résistance demeurent fragmentaires sur ce point. Mais des témoignages d'après-guerre confirment qu'au moins une douzaine de ces armes ont servi dans les maquis entre 1942 et 1944. À Paris, le réseau Défense de la France, groupe de résistance intellectuelle basé à la Sorbonne, a obtenu un FM 2429 silencieux en septembre 1943. Via un contact à l'ancien 1er régiment de chasseurs, quartier opérationnel 16e arrondissement, près de l'avenue Foch où la Gestapo avait établi son quartier général parisien dans des hôtels particuliers réquisitionnés. Type d'opération: élimination d'agents Gestapo. Officiers SS rentrant seuls à leur logement après minuit. L'arme permettait des tirs depuis des ruelles perpendiculaires. La cible tombée, l'escorte éventuelle ne comprenait pas la direction du tir. Punition de collaborateurs. Informateur français connu pour dénoncer des familles juives. Une rafale de 5 coups, silencieuse comme une conversation, neutralisait la cible sans alarmer l'immeuble voisin. Protection d'évasion. Quand des pilotes alliés abattus étaient exfiltrés via Paris, le FM couvrait les points de passage critiques, capable de neutraliser une patrouille allemande entière avant qu'un seul coup de sifflet ne soit donné. Anecdote documentée, rapport déclassifié du réseau Défense de la France, mars 1944. Rue de Longchamp, 2 heures du matin. 2 agents Gestapo escortant un camion de déportation vers Drancy. L'arme ouvre le feu à 40 mètres, 10 coups. Les 2 agents tombent. Le chauffeur sort du camion, regarde autour de lui, ne comprend pas. Il monte la garde près des corps pendant 15 minutes, attendant une attaque qui lui semble n'être jamais venue. Nos agents s'échappent par les toits. Les 23 prisonniers dans le camion sont libérés. Impact psychologique spécifique à Paris. Les officiers SS stationnés avenue Foch ont commencé à exiger des escortes de 6 hommes minimum pour tout déplacement nocturne, immobilisant des ressources allemandes précieuses pour simple protection personnelle. À Lyon, les francs-tireurs et partisans ont utilisé le FM silencieux dans un contexte totalement différent. Sabotage ferroviaire nocturne. Zone opérationnelle, gare de Perrache et triage de Vénissieux.
Nœud critique pour le transport de matériel nazi vers le front de l'Est. Problème tactique, les gares étaient gardées par des sentinelles allemandes en patrouille constante. Une explosion de plastique alertait toute la garnison. Les FTP avaient besoin d'éliminer les gardes silencieusement, placer les charges, puis s'échapper avant relève de garde, toutes les 2 heures. Solution avec FM silencieux. Nuit typique, avril 1944. Équipe de 4 maquisards. 2 avec FM silencieux, 2 avec explosifs. 23h15. Observation depuis entrepôt abandonné, 200 mètres de la voie. 23h45. 2 sentinelles allemandes patrouillent le triage. 9h05. FM ouvre-feu. Rafale de 8 coups à 180 mètres. Les 2 sentinelles tombent. Bruit perçu par poste de garde à 400 mètres. Rien d'inhabituel. Rapport allemand d'après-guerre. Aucun coup de feu signalé cette nuit-là. 00h10, 00h35. Charge plastique placée sur 3 locomotives. 00h40. Équipe exfiltrée. 03h20. Explosion simultanée. 3 locomotives détruites. 200 mètres de voie inutilisables pendant 11 jours. Multiplicateur de force. Avec armes conventionnelles, cette opération aurait nécessité 20 combattants ou plus. Le FM silencieux permettait à 4 personnes d'accomplir la même mission, cruciale quand les FTP ne comptaient que 200 membres actifs dans tout le département du Rhône. Impact stratégique documenté. Entre mars et juin 1944, les FTP lyonnais ont saboté 47 locomotives en utilisant cette tactique. Les Allemands ont augmenté les gardes ferroviaires de 300%, immobilisant 1200 soldats qui manquaient cruellement sur le front de Normandie après le débarquement. Dans le Vercors, le maquis le plus célèbre de France, le FM silencieux a servi un rôle défensif critique. Contexte géographique. Plateau montagneux à 50 km de Grenoble. Devenu zone libérée, contrôlée par Camille Maquisard en 1944. Menace. Patrouille de reconnaissance allemande tentant d'infiltrer le plateau. Pour identifier position, effectifs, dépôt d'armes. Tactique du silence. Poste d'observation équipé de FM silencieux au col d'Accès, col de Rousset, col de Lachaud. Quand patrouille nazie de 3 à 5 hommes tentait l'ascension, observation depuis hauteur dominante, 300 à 500 mètres. Attente que patrouille soit à 150 mètres du sommet. Trop engagé pour retraite rapide. Rafale du FM. Élimination complète en 10 à 15 secondes. Silence total. Poste de base allemand à 8 km ne sait même pas que patrouille a été contactée. Résultat, entre février et juin 1944, au moins 9 patrouilles allemandes disparues dans le Vercors. Sans qu'aucun coup de feu n'ait été entendu par les bases allemandes, les nazis ont commencé à croire que le maquis possédait des pièges mortels impossibles à détecter, créant une peur disproportionnée qui a retardé l'assaut final jusqu'en juillet 1944. L'impact psychologique sur les forces d'occupation nazies en France était considérable et documenté dans les journaux de guerre allemands capturés après la libération. Changements comportementaux observés. Rapport du commandement SS Paris, avril 1944. Les officiers refusent des déplacements nocturnes individuels. Demandent escorte armée même pour trajet de 200 mètres. Morale affectée par incapacité à localiser tireurs. Directive Gestapo Lyon, mai 1944. Patrouille à effectif minimal portée de 3 à 8 hommes. Interdiction formelle des patrouilles en formation dispersée. Maintenir distance maximale 5 mètres entre soldats. Interrogatoire après-guerre d'un Hauptsturmführer SS stationné à Paris. Nous avions peur de ce que nous ne pouvions pas entendre. Un homme tombait mort à côté de vous, et vous ne saviez pas si vous étiez la prochaine cible ou si le tireur était déjà parti. C'était pire que les bombardements. Au moins, on entendait les bombes arriver. Effet sur recrutement de collaborateurs, les informateurs français potentiels étaient plus difficiles à recruter. La Gestapo ne pouvait plus garantir leur protection. Plusieurs ont refusé de témoigner contre leurs voisins par peur de l'arme fantôme dont parlaient les rumeurs. Après l'apparition du FM silencieux dans les rues de Paris et Lyon, la nuit française,
autrefois domaine de patrouilles allemandes confiantes, est devenu territoire hostile. Chaque ombre pouvait cacher la mort silencieuse. Le silence n'était plus synonyme de sécurité. C'était devenu l'arme la plus terrifiante de la résistance. Pour découvrir d'autres innovations françaises oubliées qui ont changé le cours de la guerre, pensez à vous abonner. Cela fait toute la différence. Examinons maintenant comment le FM 24-29 silencieux français se comparait à ce que les Allemands et les Américains développaient pour la guerre silencieuse. Les chiffres révèlent pourquoi l'approche française, née de la nécessité et perfectionnée dans la clandestinité, représentait une philosophie radicalement différente. L'approche allemande, MP40 avec suppresseur Schalldämpfer. Les nazis ont capturé au moins 2 FM silencieux français en 1940. Ils ont immédiatement tenté de reproduire la technologie. Leur solution ? Adapter des suppresseurs sur des mitraillettes MP40 standards. Spécifications. Niveau sonore, 120 décibels, contre 95 décibels pour FM français, 25 décibels plus fort. Longueur totale, 1,10 m contre 1,53 m français, plus compact. Cadence, 500 coups par minute contre 200 français, trop rapide pour contrôle précis. Munitions, 9 mm parabellum standard, toujours supersonique, 380 mètres par seconde, produisant crack sonique résiduel. Production, environ 500 exemplaires 1942-1944 pour Waffen-SS. Pourquoi inférieur ? Les Allemands n'ont jamais maîtrisé la combinaison suppresseur plus munitions subsonique. Leur doctrine privilégiait la puissance de feu sur la discrétion. Résultat, leur arme silencieuse était encore assez bruyante pour alarmer tout un pâté de maisons parisiens. L'ironie amère. Les nazis possédaient toutes les ressources industrielles de l'Europe conquise. Usines Skoda, ingénieurs autrichiens, laboratoires tchèques. Et ils n'ont jamais égalé ce qu'une équipe de 12 Français avait créé dans un arsenal de banlieue parisienne en 18 mois. Utilisation documentée, principalement Einsatzgruppen sur front de l'Est pour action spéciale, exécution. En France occupée, rare. Les SS préféraient la terreur ouverte à la discrétion. L'approche américaine, M3 Grease Gun Suppressed. Les Américains ont développé leur propre mitraillette silencieuse en 1944, mais avec une philosophie totalement différente. Spécifications, niveau sonore, 115 décibels, 20 décibels plus fort que FM français. Calibre, 45 ACP, 11,43 mm. Munitions subsoniques, naturellement, 280 mètres par seconde. Cadence, 450 coups par minute. Excellente pour feu de suppression, excessive pour élimination précise. Portée effective, 50 mètres, contre 400 mètres français. Conception pour combat urbain rapproché uniquement. Production, environ 1000 exemplaires pour OSS SOE. Avantage américain, simplicité. La M3 pouvait être fabriquée en 5 heures contre 87 heures pour FM français. Coût, $20 contre environ $400 pour FM. Silencieux. Limite critique pour résistance française. Portée insuffisante. Dans les rues de Paris ou Lyon, 50 mètres signifiait être dangereusement proche de l'ennemi. Le FM français permettait engagement à 150-400 mètres. Différence entre évasion garantie et capture probable. Utilisation en France. Quelques exemplaires parachutés au maquis après D-Day, juin 1944. Mais la guerre était presque finie. La résistance française avait déjà combattu 4 ans avec leur propre solution. Ou sans. Dans l'arithmétique sinistre de la guerre silencieuse urbaine, portée FM français 400 mètres, bien supérieur à allemand 100 mètres, supérieur à américain 50 mètres. Silence. FM français 95 décibels, inférieur à allemand 120 décibels, inférieur à américain 115 décibels. Précision. FM français excellent, supérieur à américain bon, supérieur à allemand médiocre.
Fiabilité, tous excellents. Facilité production, américain très supérieur, supérieur à allemand, supérieur à FM français. Le FM 24-29 silencieux français était objectivement supérieur pour la mission spécifique de la résistance, élimination urbaine à moyenne distance avec discrétion totale. Les Allemands cherchaient la puissance de feu, les Américains cherchaient la simplicité manufacturière. Les Français cherchaient, et ont trouvé, l'impossibilité acoustique rendue réelle. Ce qui distinguait l'approche française n'était pas la force brute, l'ingéniosité mathématique, pas la production de masse, mais la précision artisanale, pas la technologie pour la technologie, mais la solution exacte au problème exact. C'était typiquement français, résoudre l'impossible avec élégance. C'est ici que l'histoire devient frustrante dans sa fragmentation, et où l'historien doit reconnaître les limites de ce qui peut être prouvé avec certitude absolue. État des archives françaises. Malgré des recherches approfondies dans les archives nationales, Fonds de la résistance intérieure française, série 72 AJ, les archives du service historique de la Défense à Vincennes, le musée de l'Ordre de la Libération, fonds documentaire Compagnons de la Libération, les mémoires publiées de résistants, Jean Moulin, Henri Frenet, Lucie Aubrac, les rapports déclassifiés du SOE britannique, dossier RF section, les interrogatoires d'après-guerre d'officiers SS et Gestapo, procès de Nuremberg, fonds français. Aucun compte rendu vérifié n'existe, documentant précisément combien d'officiers nazis ont été éliminés avec le FM 24-29 silencieux, ni quel réseau l'a utilisé en premier. Ce que les archives françaises montrent avec certitude, production confirmée, registre de la manufacture de Châtellerault, 200 exemplaires produits janvier-mai 1940. Référence, registre d'armement série FM-S 40. Distribution initiale, 62 exemplaires livrés au 1er régiment de chasseurs mai 1940. Le reste stocké à l'arsenal de Puteaux. Ordre de destruction. Télégramme état-major 8 juin 1940, ordonnant destruction matérielle sensible. Mais aucune confirmation que l'ordre a été exécuté. Témoignages fragmentaires. 8 mémoires de résistants mentionnent mitrailleuses silencieuses ou armes fantômes sans donner détails techniques. Rapport allemand. 3 rapports SS mentionnent capture d'armes avec cylindre suppresseur inhabituel sans identification précise. 3 raisons de l'incomplétude documentaire. Raison 1. Sécurité opérationnelle de la résistance. Les réseaux clandestins ne gardaient quasiment aucune archive écrite. Chaque document était une condamnation à mort potentielle si la Gestapo le trouvait lors d'une perquisition. Les résistants mémorisaient plutôt que notaient. Conséquence, l'histoire orale a disparu avec les combattants qui ne l'ont jamais transcrite. Raison 2. Destruction nazie délibérée. Lors de la libération de Paris, août 1944, les SS ont incendié le siège de la Gestapo, avenue Foch, détruisant des milliers de dossiers sur les opérations de résistance. Les archives de la Kommandantur de Lyon ont été brûlées par le Gruppenführer Barbie avant sa fuite, ce qui aurait pu confirmer l'efficacité du FM silencieux, les rapports allemands eux-mêmes, est parti en fumée. Raison 3. Classification française d'après-guerre. Certains dossiers techniques de l'arsenal de Puteaux sont restés classifiés jusqu'en 1985. 40 ans. Puis partiellement détruits selon protocole standard. Pourquoi ? Les concepts de suppression acoustique développés en 1938-40 étaient toujours considérés sensibles pendant la guerre froide. Utilisés par la DGSE et les forces spéciales françaises en Indochine et Algérie. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude documentée, c'est que l'arme existait, preuve physique, registre manufacturier. Elle était révolutionnaire, 95 décibels. Aucune autre arme automatique au monde n'atteignait ce niveau. Elle a été distribuée. Témoignages multiples, rapports allemands de capture. Elle donnait aux résistants français quelque chose qu'aucune autre force clandestine ne possédait. Une mitrailleuse véritablement silencieuse pour opérations urbaines à moyenne portée.
Les chiffres de victimes exacts? Perdus dans les cendres de l'histoire. Mais l'innovation technique française, celle-là est indéniable et documentée. Aujourd'hui, la mémoire physique du FM 2429 silencieux survit dans plusieurs institutions françaises. Musée de l'Ordre de la Libération Paris, un exemplaire complet avec suppresseur intact. Numéro de série FM-S/400087, donné par un ancien résistant lyonnais en 1967. Placard explicatif, arme expérimentale utilisée par les forces françaises de l'intérieur pour opérations nocturnes. Exposition permanente, salle des armes clandestines, musée de la résistance et de la déportation de Lyon. Le suppresseur seul, arme manquante, récupéré dans une cage du Vercors en 1982. Les 12 chambres d'expansion sont parfaitement visibles en section transparente, permettant aux visiteurs de comprendre le génie technique de Buisson. Service historique de la Défense, Vincennes. Les plans techniques originaux de l'arsenal de Puteaux, déclassifiés en 1985. Dessin d'ingénierie montrant chaque détail du suppresseur. Calcul acoustique manuscrit de Buisson. Note de test balistique du polygone de Bourges. Collection internationale. Imperial War Museum, Londres. Exemplaire capturé par SOE en 1943. Provenance réseau français non identifié. Musée international de l'espionnage, Washington. Suppresseur section. Acquis d'un collectionneur français en 2008. Wehrtechnische Studiensammlung, Koblenz, Allemagne. Exemplaire capturé par Wehrmacht 1940. Étiqueté Französische Lotdämpfer MG, Beutegut. Influence sur doctrine militaire française d'après-guerre, Indochine 1946-1954. Les concepts de combat silencieux développés pour le FM silencieux ont influencé les tactiques du 1er bataillon de parachutistes coloniaux contre le Viet Minh. Documents déclassifiés montrent que la direction des études et fabrication d'armement a tenté de recréer une mitrailleuse silencieuse en 1950. Projet abandonné pour raisons budgétaires. Algérie, 1954-1962. Le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine a utilisé des mitraillettes silencieuses britanniques, Sterling Patchett. Mais plusieurs officiers français ont écrit dans leur rapport « Portée insuffisante versus FM silencieux 1940. Besoin arme automatique longue portée silencieuse pour opération de nuit en Nord-Est. Forces spéciales modernes. Le commandement des opérations spéciales, COS, et le premier RPIMA utilisent aujourd'hui des mitrailleuses HK417 et Scar H avec suppresseurs modernes. Performance 130-135 décibels. Toujours 35-40 décibels plus bruyante que le FM français de 1940. Citation d'un armurier du COS, anonyme, 2019. On nous pose toujours la question, pourquoi nos armes silencieuses ne sont pas vraiment silencieuses? La réponse, parce que nous n'utilisons pas de munitions subsoniques comme les Français en 1940. Portée et pénétration d'abord, discrétion après. Ils avaient fait le choix inverse, et pour la résistance urbaine, c'était le bon choix. Le FM 2429 silencieux incarne quelque chose de plus profond que ses dimensions physiques ne le suggèrent. Il représente l'anticipation stratégique française, développer une arme de résistance avant même l'invasion. Preuve que certains esprits militaires français comprenaient la vraie nature de la guerre à venir. Il représente l'ingéniosité sous contrainte, créer l'impossible avec des ressources limitées. Philosophie qui a défini toute la résistance française. Il représente la revanche intellectuelle. Face à la défaite militaire de 1940, la France a riposté avec l'intelligence, pas la force brute. Le FM silencieux est le symbole de cette approche. Janvier 1940, dans les ateliers secrets de l'arsenal de Puteaux, une équipe de 12 ingénieurs français dirigée par Émile Buisson transforme l'impossible en acier et mathématiques. 200 unités produites avant l'invasion, 60 et plus distribuées aux unités françaises, 12 et plus récupérées par la résistance. Nombre exact d'officiers SS éliminés dans les rues de Paris et Lyon,
inconnue, mais suffisamment pour transformer la nuit française en territoire hostile. Un nombre incalculable de patrouilles nazies qui sont tombées sans jamais entendre le coup qui les a tuées. Le FM 24-29 silencieux représente la guerre clandestine française à son plus haut niveau d'excellence technique. Une arme mesurée non pas en victimes confirmées, mais en terreur qu'elle a semée chez les occupants nazis. En ressources allemandes immobilisées pour contrer une menace invisible, en symbole d'espoir qu'elle incarnait, la France vaincue n'avait pas abandonné l'innovation. Les ingénieurs français de 1940 ont résolu un problème que les Allemands n'ont jamais identifié et que les Américains n'ont approché qu'en 1944. Ils ont transformé le bruit, l'essence même d'une arme automatique, en silence. Ils ont transformé la vulnérabilité de la résistance urbaine en avantage tactique. Et ils l'ont fait avec 45 cm d'acier usiné selon des tolérances de 0,1 mm, 12 chambres d'expansion calculées à la main, et une obsession française pour l'élégance mathématique. C'était l'ingéniosité française face à la défaite. C'était la résistance transformant l'intelligence en arme. Et c'est ainsi qu'un cylindre de 45 cm, le plus moche suppresseur jamais monté sur une mitrailleuse, a contribué à libérer Paris. En donnant aux combattants de l'ombre français ce que personne d'autre ne possédait, la capacité de frapper sans bruit, de punir sans alarme, de résister sans révéler leur position. Le silence n'était plus une faiblesse, c'était devenu l'arme la plus terrifiante de la France occupée.